Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous rejoint au micro de RTI aux côtés de Wu Jiazhen, directrice adjointe de la TEDP, l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort. Je l'ai interviewée parce qu'elle a participé à un panel sur les droits des victimes de crimes lors d'une conférence internationale sur la peine de mort fin septembre dernier, co-organisée par la TEDP et le bureau de l'Union européenne à Taïwan. Et j'ai trouvé que cela valait la peine de creuser avec elle la question des liens entre peine de mort et droits des victimes. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière lors de la première partie de son interview. C'était l'occasion de voir qu'indirectement, la peine de mort peut parfois être considérée comme une forme de dédommagement pour les familles de victimes, mais ce n'est pas la panacée. En tout cas, Wu Jiazhen a constaté que quand on aborde le sujet de la peine capitale, de nombreux Taïwanais se demandent « Mais s'il n'y a pas la peine de mort, quid des victimes ?» La TAEDP retourne donc la question. En effet, comment les familles de victimes sont-elles soutenues ? Est-ce que le fait que la peine de mort soit en vigueur dispense l'État d'aider les victimes ? De quoi ont-elles besoin ? Ce sont des questions qu'elle a évoquées en détail dans l'émission de la semaine dernière. En ce qui concerne les besoins des familles de victimes, il y en a qui sont communs, la recherche de la vérité, des excuses et une indemnisation. Les autres besoins varient en fonction des familles, aide psychologique, économique ou juridictionnelle par exemple. Cette semaine, Wu Jiazhen nous parlera surtout de l'évolution des droits des victimes. C'est en effet un sujet d'actualité parce qu'une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur le 1er juillet dernier sur la protection des victimes de crimes, qui actualise et approfondit l'ancienne loi qui datait de 1998. Wu Jiazhen nous explique les nouvelles dispositions introduites par cette loi. 以前的犯罪被害人补偿法 Dans l'ancienne version de la loi sur la protection des victimes de crimes, il était surtout question d'indemnisation financière et très peu d'aide juridictionnelle ou psychologique. La nouvelle version de la loi, entrée en vigueur l'été dernier, est beaucoup plus détaillée et son étendue est plus large. Elle dispose aussi que la vie privée des victimes doit être protégée et qu'il doit y avoir une coordination interministérielle sur la question des droits des victimes de crimes. Cela constitue un véritable progrès. Le budget a aussi été augmenté. Il y a 22 branches de l'Association de protection des droits des victimes de crimes dans tout Taïwan, mais dans les grandes villes, le budget alloué était loin d'être suffisant. Les employés étaient en sous-effectif et sous pression. À l'heure actuelle, les branches de ces associations emploient au total 70 personnes et dans le futur, le nombre d'employés sera presque multiplié par 2, mais au regard de leur charge de travail qui s'est alourdi avec la nouvelle version de la loi, je pense que ce sera sûrement encore insuffisant. Cette nouvelle loi s'inspire de la Déclaration des Nations Unies sur les principes de base pour la justice à l'égard des victimes de crimes, ainsi que de la Directive européenne sur le soutien et la protection des victimes de crimes. En effet, depuis plus d'une dizaine d'années, des échanges judiciaires ont régulièrement lieu entre les pays européens et Taïwan sur divers sujets, notamment la peine de mort ou encore en 2013 et en 2016 sur les droits des victimes de crimes. Ces échanges ont contribué, selon Wu Jiazhen, à faire prendre conscience de l'importance de ce sujet et d'adopter une loi davantage protectrice pour les victimes. 他有参考到那个 directive 的一些内容 Le gouvernement a tenu compte de la directive de l'Union européenne sur la protection des droits des victimes. Par exemple, autrefois, dans le cas d'une famille dont un membre avait été victime de crimes, les parents, le ou la conjointe ou les enfants pouvaient faire des demandes d'indemnisation. Avec la loi amendée, c'est la famille dans sa globalité qui peut faire une demande d'indemnisation. En outre, la loi tient davantage compte des besoins spécifiques des victimes. Bien sûr, la nouvelle loi taïwanaise n'est pas calquée sur la directive européenne. Elle tient compte des spécificités taïwanaises et c'est le fruit de discussions entre les différents ministères et aussi des discussions en commission parlementaire. Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, Wang Wanyu, dont la jeune fille a été assassinée devant ses yeux dans la rue à Taipei en 2016 et qui est ensuite devenue députée du New Power Party en 2020, a aussi contribué à cette nouvelle loi. L'une des choses qui l'avait choquée pendant le procès du meurtrier, c'était qu'elle devait suivre les médias pour connaître l'avancée du procès. C'est un point qui a été amélioré dans la loi.
Dans la nouvelle version de la loi, le tribunal doit informer les familles de victimes de l'avancée des procès, alors qu'auparavant, elles apprenaient par les médias ce qui s'était dit. Par ailleurs, en cas de libération conditionnelle du détenu, les familles des victimes doivent désormais être informées au préalable, ce qui n'était pas le cas avant. Et elles peuvent demander une ordonnance de protection, ce qui était autrefois réservé aux victimes de violences domestiques. Toutes ces dispositions représentent des avancées non négligeables pour les familles de victimes de crimes. Toutefois, cela représente aussi de nouveaux défis pour les associations d'aide aux victimes qui ont une branche dans chaque comté de Taïwan. Tout d'abord, comme l'a dit Woo-Dia-Jun tout à l'heure, cela fait peser une charge de travail de plus en plus importante sur les épaules des employés et des bénévoles qui travaillent dans ces associations. Ces personnes sont motivées et professionnelles, mais elles seront de plus en plus sollicitées. Par ailleurs, bien qu'étant sous la tutelle du parquet, le fonctionnement de ces associations ressemble à celui d'une ONG. Quand elles manquent de budget, elles doivent lever des fonds. Et souvent, ce sont les membres de leur conseil d'administration, qui sont aussi membres du Rotary, d'associations religieuses ou des entrepreneurs, qui les aident à lever des fonds. Mais la nouvelle loi prévoit que ces conseils d'administration comportent davantage de spécialistes, tels que des psychologues et des juristes, qui apportent certes des points de vue enrichissants, mais pas forcément des facilités pour lever des fonds. C'est donc un autre défi à relever. Avec toutes ces avancées sur le plan juridique, et en espérant que la mise en œuvre de la nouvelle loi se passe bien dans les prochaines années sur le terrain, j'ai demandé à Woo-Dia-Jun si elle pensait que cela pouvait contribuer à avancer vers l'objectif d'abolition de la peine de mort. On écoute sa réponse. Je pense que cela pourrait un peu aider, mais ce n'est pas le principal. Si les droits des victimes et de leurs familles sont bien respectés, cela signifie que l'État met à disposition un large éventail d'aides et pas seulement la peine de mort pour les aider à surmonter leurs souffrances. Peut-être que cela contribuera à ne plus trop lier la question de l'abolition de la peine de mort à celle des droits des victimes dans l'esprit des gens. Mais je ne pense pas que ce sera le principal argument en faveur de l'abolition de la peine capitale. Le plus important, c'est que cette réforme permette d'améliorer la situation des victimes. Avant de clore cette émission, j'ai voulu poser une question un peu sensible à Woo-Dia-Jun. Les familles des condamnés à mort ne seraient-elles pas également des victimes et ont-elles droit à une forme de soutien ? 我们觉得加害者家属也是一种犯罪被害人。 Nous considérons à la TAEDP que les familles des auteurs de crimes sont aussi, en quelque sorte, victimes de ces crimes. Parce qu'avant les crimes, elles ne savaient pas que cela allait arriver et qu'une fois les crimes commis, elles en subissent aussi les conséquences. Bien sûr, les conséquences les plus importantes sont pour les familles des victimes. Ce que l'on constate à Taïwan, c'est qu'en plus de la souffrance d'avoir perdu un proche, les familles de victimes sont parfois discriminées. Et c'est encore pire pour les familles d'auteurs de crimes. Elles sont ostracisées. Elles ne peuvent pas prétendre être aussi des victimes aux yeux de la société. En fait, en cas de crime, c'est souvent toute la famille qui se sent coupable et qui considère avoir une dette vis-à-vis de la société et de la victime. Parfois, même si l'auteur du crime a été exécuté ou est emprisonné à vie, certaines familles se sentent toujours coupables. Par exemple, il y a une mère d'un criminel très croyante qui a rencontré la famille de la victime, s'est agenouillée en demandant pardon, mais la famille de la victime n'a pas accepté de la pardonner. En ce qui concerne les enfants des auteurs de crimes, ils ne peuvent surtout pas en parler à l'école, ils seraient traités avec mépris. La TAEDP considère que ce sont aussi des victimes et ces victimes-là n'ont aucune manière de parler de ce qui leur arrive et aucun moyen de recevoir de l'aide. Aucune association ne les soutient et elles ne peuvent bien sûr pas s'adresser à l'association de protection des droits des victimes. C'est la raison pour laquelle, quand la TAEDP a publié un livre en 2016, à partir des entretiens effectués avec des familles de victimes, l'association a inclus des témoignages de familles de personnes assassinées, mais aussi quelques témoignages de familles d'auteurs de crimes. Intitulé « Le cri invisible », ce livre permet de mettre en lumière les différentes facettes d'une réalité complexe et souvent méconnue.
L'ancien ministre de la Justice français Robert Badinter, qui a réussi à faire voter l'abolition de la peine de mort par le Parlement en 1981, avait envoyé il y a quelques années un message vidéo pour les échanges judiciaires entre Taïwan et l'Union européenne sur la peine de mort. À l'époque, il avait indiqué qu'en tant que parent, on peut s'imaginer que son enfant soit victime d'un crime, mais il est très difficile de s'imaginer que son enfant ait commis un crime. Or, les coupables ont aussi des parents. D'ailleurs, en 2020, un documentaire taïwanais a été réalisé à ce sujet par Lydia Hua. Wu Jiazhen m'a aussi raconté une histoire. Dans le cadre d'entretiens de la TAEDP avec des familles de victimes, elle et ses collègues ont rencontré Madame Yao à Ilan. Son fils a été tué par erreur, c'était une autre personne qui aurait dû être assassinée. Elle a beaucoup souffert de la mort de son fils. Et un jour, elle a rencontré la mère du coupable, qui était pauvre comme elle et qui vendait des magnolias dans la rue à Taipei. Madame Yao s'est demandé « Et si c'était l'inverse, si c'était mon fils qui avait commis le crime, je voudrais qu'il ait une chance d'être pardonné. » Donc elle est allée faire connaissance du coupable en prison et les deux familles se sont réconciliées. Le coupable n'avait pas été condamné à la peine de mort car il était mineur à l'époque du crime. Maintenant qu'il a été libéré après de nombreuses années d'incarcération, il va de temps en temps rendre visite à Madame Yao. C'est sur cette histoire touchante que s'achève cette émission au micro de RTI. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la radio pour explorer les liens si cela vous intéresse. À bientôt!